Un orphelin est trahi et devient le sorcier le plus puissant du monde. Dieu a créé l'humanité et a conféré des pouvoirs aux sorcières afin d'aider à guider les humains qui ne possédaient pas de capacité magique. Les sorcières ont accepté et promis d'aider les humains au nom de l'amitié. Mais aujourd'hui, la situation a changé car les humains se sont retournés contre les sorcières et veulent les bannir. Alors que les sorcières se préparent à être exécutées publiquement. L'une des sorcières maudit les humains pour leur trahison et souhaite la mort de l'humanité avant d'être pendue. Pendant ce temps, dans l'empire de Rhia, au milieu du désert, un jeune garçon nommé Adonis se plaint d'être fatigué après un long voyage. Il est l'apprenti d'une sorcière de glace nommée Chloé, qui étudie rigoureusement une carte pour déterminer le prochain itinéraire. Adonis se moque d'elle et lui demande pourquoi elle ne peut pas utiliser la magie pour déterminer leur position. Chloé le rabroue en lui rappelant que sa magie n'est pas gratuite et Adonis sort son smartphone qui indique leur position précise. Chloé insiste pour qu'ils s'abstiennent de l'utiliser, sinon ils seront retrouvés, mais Adonis explique qu'il l'a construit lui-même et qu'il ne peut donc pas être utilisé pour les traquer puisqu'il utilise une magie d'invocation gratuite. Sa technologie de pointe peut facilement les mettre à l'abri des radars de l'armée. Adonis décide de provoquer Chloé en qualifiant ses méthodes de boiteuse, ce qui ne va pas dans son sens et elle se retrouve avec un double coup dur. Chloé explique qu'elle est une sorcière et que, suite au changement d'attitude des gens à l'égard des sorcières, c'est devenu une persécution. Ils reprennent bientôt leur voyage pour trouver un endroit tolérant envers les sorcières afin de pouvoir revendiquer leur vie en paix. Voyant qu'Adonis est déterminé à étudier sous sa direction, elle lui demande s'il aime les femmes plus âgées, ce qui met le garçon dans l'embarras. La haine d'Adonis pour la région où ils vivent est telle qu'ils pensent qu'ils devraient éradiquer les humains avec leur propre magie. C'est alors que des militaires s'approchent d'eux. Ils veulent éliminer Chloé, qu'ils considèrent comme une sorcière en fuite. Adonis se met sur la défensive, mais Chloé, experte en magie, l'arrête. Elle active sa magie de glace pour maîtriser les hommes de l'armée. Plus tard, Adonis crée une épée géante pour montrer qu'il peut se battre avec elle. Adonis lui demande si c'est parce qu'il est humain qu'elle l'empêche d'utiliser la magie, mais elle ne veut pas qu'il élimine les siens. Pendant ce temps, la nouvelle de l'échec de l'élimination de la sorcière parvient au 23e empereur de l'Empire de Rhia. Il se met en colère et ordonne à l'armée de lui amener Chloé. À l'insu du duo, l'une des machines s'active et, après avoir confirmé leur emplacement, crée un portail qui les téléporte au palais de la capitale. L'empereur s'adresse à ses sujets en leur expliquant comment les sorcières et les magiciens les ont protégés, mais il exprime à quel point il est injuste que lui et ses sujets doivent vénérer ces sorcières simplement parce que la magie est étrangère à la connaissance humaine. Il révèle ensuite son importante flotte de dirigeables et de montgolfières qui protègent les voies aériennes de toute la métropole contre toute forme d'attaque. L'empereur déclare la guerre à tous les sorciers et sorcières pour prouver qu'il est le chef suprême du monde. Soudain, un éclair vert surgit du ciel et frappe l'estrade où l'empereur prononçait son discours, ce qui fait apparaître Chloé et Adonis. Adonis fait signe à Chloé de s'enfuir pendant qu'il lui fait gagner du temps, mais il est immédiatement bloqué par les officiers de l'empereur. Chloé se lève et se tourne vers l'empereur en le menaçant de laisser partir son apprenti s'il tient à la vie de son public humain. Chloé avoue qu'elle n'a laissé partir les humains que par pitié, mais alors qu'elle charge son attaque, la boule d'énergie bleue se brise. L'empereur lui dit qu'elle a été stupide de sous-estimer le pouvoir de la technologie et qu'ils ont maintenant un annulateur de photons magiques. L'empereur s'approche de Chloé et lui arrache ses vêtements. Puis il la gifle et l'envoie au sol, en lui disant qu'une sorcière qui ne peut pas utiliser la magie n'est qu'une simple femme. Le public photographie la sorcière et fait des commentaires désobligeants. Adonis parvient à se libérer des gardes de l'empereur, mais il est à nouveau renversé. L'empereur ordonne à ses gardes de tuer Adonis, et c'est alors que Chloé plaide pour la libération de son apprenti, affirmant qu'il est innocent parce qu'il est humain. Elle affirme qu'elle l'a pris comme esclave contre son gré. Adonis tente à nouveau sa magie, jurant de tuer tous les humains présents, mais l'empereur pointe son arme sur la tête de Chloé. Chloé se tourne vers Adonis et lui dit merci pour tout. Il y a un flashback sur le moment où elle l'a trouvé dans la rue, alors qu'il n'était qu'un petit enfant affamé. Dans le présent, l'empereur tire une balle dans la tête de Chloé et ses gardes commencent à tirer sur la sorcière pour être sûrs de la tuer. Adonis leur crie d'arrêter et commence à se rappeler à quel point il était heureux avec Chloé. La foule applaudit l'empereur tandis que son garde s'approche de Chloé et lui coupe la tête. L'empereur ramasse la tête et la montre à la foule comme un prix. 10 ans plus tard, dans un camp de prisonniers de l'Empire de Rhia, les filles de l'Empire sont enchaînées.
Deux filles se disputent la nourriture et une fille nommée Doroka leur offre sa miche de pain pour qu'elles cessent de se battre, mais l'une des filles lui arrache la miche et lui demande de rester à l'écart. Une fille nommée Anna s'approche d'elle pour lui demander si elle va bien et pourquoi elle lui a offert de la nourriture. Elles s'assoient ensemble et Anna commence à pleurer, attristée par le fait qu'elle a dit que si toutes les sorcières étaient mortes, le monde serait meilleur, mais qu'au lieu de cela, il y a beaucoup plus de guerre. Doroka la réconforte avec un spectacle de marionnettes, lui disant qu'ils s'en sortiront de toute façon. Soudain, les gardes crient le numéro d'un prisonnier et lui demandent de se lever, mais personne ne répond par peur. Les filles chuchotent que c'est la 4e fois que quelqu'un est appelé et ne revient pas à l'unité de détention. Elles regardent toutes deux le gardien avec crainte en se demandant qui a été appelé et il s'avère que c'est Anna qui a été appelée. Doroka échange rapidement l'étiquette et prend le numéro d'Anna, qui la fixe, les larmes aux yeux, en s'éloignant. Peu après, Doroka est interrogée par le directeur Palpol, qui lui demande de se déshabiller en lui disant qu'il s'apprête à la remettre au Seigneur pour son plaisir. Elle regarde autour d'elle les corps des autres filles et accepte tristement son sort. Le directeur ne cesse de répéter que la prison est financée par les impôts des gens et qu'elle doit donc bien les servir. Il saisit fermement Doroka et prend sa photo pour l'envoyer aux ressources humaines. Elle lui mord le doigt et s'empare du téléphone. Palpol crie aux gardes de poursuivre la jeune fille. En s'échappant, Doroka essaie de déverrouiller chaque cellule en libérant toutes les filles, mais elle se rend compte que la reconnaissance vocale est nécessaire pour y parvenir. Elle commence donc à imiter le gardien principal et, à sa grande surprise, elle parvient à déverrouiller les cellules. Elle crie aux filles de s'échapper et les gardiens, incapables de contrôler la situation, appellent des renforts. Doroka court vers la gigantesque porte dorée et utilise le téléphone pour ouvrir la porte, révélant une pièce avec un conteneur en acier. Malheureusement, des gardes l'assomment. Ils tentent de contrôler la situation en empêchant les portes du conteneur de s'ouvrir, mais il est trop tard car la porte s'ouvre et on voit un homme couvert de bandages se libérer de plusieurs chaînes. Il s'agit d'Adonis qui a été enfermé ici pendant les 10 dernières années et qui veut maintenant se venger. Adonis ouvre des yeux brillants de rage et se libère de ses chaînes. Doroka et les gardes ont peur de lui. L'un d'eux pense qu'il devrait signaler l'incident. Mais il décide de ne pas le faire car ils seront punis. Il décide d'essayer de maîtriser Adonis et de le remettre en cage. Adonis s'avance et frappe l'un des gardes. Il prend l'arme du garde et lui transperce le corps. Un autre garde se précipite sur Adonis, mais celui-ci prend un couteau et le lance sur le garde qui se précipite. Il essaie de tirer sur Adonis, mais Adonis saisit la main du garde et lui plie le bras. Il tourne ensuite l'arme vers le corps du garde et tire. Adonis s'approche de Doroka et pointe le pistolet sur sa tête. Doroka le supplie de l'épargner et lève ses bras enchaînés pour se protéger. Adonis tire et les chaînes de Doroka sont brisées. Il quitte ensuite la pièce. Une voix annonce que les prisonniers s'échappent. Yamato, le cadre supérieur du Bureau national, donne l'ordre à un soldat spécial appelé Ekote de se diriger vers le camp d'internement. Il lui donne la permission d'utiliser toute arme supérieure à la classe 5. Au camp d'internement, Palpol est furieux de la situation. Les gardes s'excusent, disant que Doroka a imité sa voix et utilisé son appareil pour ouvrir les cellules. Palpol est choqué et furieux qu'elle ait pu faire cela. Il ne comprend pas comment Doroka a pu ouvrir la chambre dans laquelle Adonis était enchaîné, puisqu'il n'avait pas l'autorité nécessaire pour le faire. Pendant ce temps, Adonis est assis sur une corniche. Il commence à lancer un sort, puis tire une balle. La balle est si énorme qu'elle détruit facilement les gratte-ciels. Adonis prend alors sa décision. Il va éliminer tous les citoyens. Il décide alors de marcher dans les rues de la ville, en essayant de se fondre dans la masse. Il pense que Chloé ne sera pas contente de ses actions, car elle voudrait qu'il profite de la vie. Mais Adonis n'oubliera jamais ce qui s'est passé il y a 10 ans et invoque un énorme golem de pierre. Le golem de pierre invoqué par Adonis commence à écraser les bâtiments comme un fou. Les habitants de la ville tentent de se mettre à l'abri, mais certains sont happés par les débris qui tombent des immeubles détruits. Adonis et son golem se dirigent vers le centre de la ville. Adonis espère que l'empereur Goethe ne s'enfuira pas en apprenant son retour. Yamato reçoit le rapport sur la situation. Il demande si l'empereur est au courant de ce qui se passe. Mais le garde explique que leurs rapports ont été bloqués parce que l'empereur est souffrant. Yamato déclare immédiatement l'état d'urgence. Adonis et son golem invoqué se rapprochent du centre-ville. Yamato sort pour vérifier et n'arrive pas à croire que le golem est si mobile étant donné sa taille. Yuki lui explique que le golem est alimenté par la magie. Yamato demande alors où se trouve le dispositif de suppression de la magie. Le garde lui répond qu'il est entreposé et Yamato ordonne à Yuki de le préparer. Pendant ce temps, les forces terrestres tentent d'empêcher Adonis de traverser le quartier des affaires.
Elle crée une ligne de défense avec des chars et commence à tirer sur le golem. Adonis ne leur laisse pas le temps de tirer une troisième salve d'obus. Il fait en sorte que le golem percute un bâtiment, projetant des débris vers la formation de chars. Il explique que malgré son enfermement, il a passé les 10 dernières années à faire des recherches et à simuler l'incantation de sorts dans son esprit. Il invoque ensuite d'énormes mitrailleuses jumelles et tire sans fin. Tout le monde tente de prendre ses jambes à son cou, mais il a l'air d'un pur psychopathe souriant. Bien qu'il essaie de s'amuser à supprimer tout le monde, sa conscience le pousse à se sentir mal pour cet acte. Les troupes aériennes lancent des missiles depuis leurs vaisseaux, qui finissent par faire tomber Adonis de la main du golem. Les troupes aériennes lâchent une autre série de missiles moyens qui frappent le géant et ses environs. La moitié supérieure du géant invoqué est maintenant détruite, ce qui le rend immobile. Adonis est allongé sur le sol, pensant qu'il a perdu sa maîtrise de la magie. Des fantassins descendent d'hélicoptères pour le capturer. Dans le château impérial, l'empereur est allongé sur un lit. Il se plaint à sa femme du bruit qu'il fait dehors. Celle-ci lui dit de ne pas s'inquiéter et de se reposer. Elle lui assure que l'Empire se portera bien puisqu'il l'a rendu si fort en tant que dirigeant. Il admet que son règne en tant qu'empereur touche à sa fin car il est atteint d'une maladie incurable. Il pense que sa maladie est une punition de Dieu, mais il ne regrette pas ses actes. Il raconte la construction de leur civilisation grâce à la technologie et à l'éradication des sorcières pour permettre le progrès de l'humanité. L'empereur pense que la civilisation n'aurait pas fait autant de progrès au cours des 10 dernières années si les sorcières avaient pu vivre en paix dans leur société. Il pense avoir fait le bon choix en se débarrassant de toutes les sorcières. Pendant ce temps, Adonis abat l'avion et arrête les tirs de missiles. Les soldats de foot tentent de l'attaquer, mais ils ne lui font pas peur. Adonis brandit alors un soldat qui dit qu'ils auraient dû l'éliminer comme ils l'ont fait pour la sorcière il y a 10 ans. Adonis est d'accord avec le soldat et s'apprête à l'envoyer à son créateur. Soudain, la voix de Doroka lui crie d'arrêter. Elle supplie Adonis d'arrêter car elle ne veut pas voir d'autres innocents mourir. Adonis est irrité par ces paroles et met immédiatement fin à la garde. Adonis déclare que tous les humains sont ses ennemis et qu'aucun n'est innocent. Il s'approche de Doroka, pensant que c'est une humaine, mais Doroka lui dit que Chloé n'aurait pas voulu qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. Adonis est déconcerté par ces paroles, mais Adonis pense qu'elle travaille pour les humains et saisit sa chemise. Adonis se souvient de la façon dont Chloé et lui ont été traités et demande à Doroka de ne pas se mêler de ses affaires. Doroka lui dit que toutes les sorcières savent que Chloé a nommé son apprenti Adonis, se révélant ainsi être une sorcière. Adonis pense qu'elle essaie de le piéger. Il lui dit que toutes les sorcières ont été chassées et qu'il n'en reste aucune. Elle lui dit que certaines sorcières ont survécu à la chasse. Adonis lui demande pourquoi elles n'ont pas sauvé Chloé. Doroka s'excuse et lui dit qu'il voulait s'échapper. Adonis n'est pas touché par ses excuses. Doroka lui dit que les sorcières restantes ont un moyen de ramener Chloé à la vie. Adonis la libère mais n'est pas convaincu. Doroka lui dit qu'elle est venue le chercher car elles ont besoin de ses souvenirs de Chloé pour la ramener à la vie. Adonis invoque une épée et pointe la pointe vers son cou. Il lui dit qu'il tuera quiconque se mettra en travers de son chemin ou mentionnera le nom de Chloé. Doroka cède à son destin et lui dit qu'elle est heureuse de le rencontrer. Adonis voit l'image de Chloé dans Doroka. Il laisse tomber son épée et s'agenouille, submergé par l'émotion. Il demande à Doroka si elle peut vraiment ramener Chloé. Doroka lui assure que oui et commence à le réconforter. Il essaie de lui prendre la main, mais soudain, Doroka est touché par une énorme balle. Echout, qui a tiré le coup de feu, est déçu de ne pas avoir pu atteindre les deux avec ce seul coup de feu. La vie de Doroka défile devant ses yeux alors qu'Adonis se tient au-dessus d'elle pendant qu'elle est à terre. Adonis la met en sécurité et tente d'obtenir des informations sur la façon de ramener Chloé à la vie. Elle tente d'expliquer à Adonis comment procéder pour ressusciter Chloé, mais il s'éloigne rapidement d'elle. Il est maintenant entouré de nombreux soldats. Adonis regarde autour de lui et frappe le sol avec frustration car il n'a pas pu obtenir assez d'informations. Les soldats et Echout confirment que Doroka est parti. Ils pensent que leur travail est terminé, mais Adonis leur dit qu'ils deviennent trop arrogants. Adonis tend sa plume. Les soldats qui l'entourent ouvrent immédiatement le feu sur lui. Ils vident leur chargeur sur lui mais toutes leurs balles se logent dans la barrière qu'Adonis a créée. Adonis libère immédiatement sa magie et toutes les balles retournent d'où elles sont venues. Tous les soldats sont abattus comme des mouches lors d'un congrès de caméléons. Echout se déplace vers un meilleur endroit et place Adonis dans le champ de vision de sa lunette. Elle tire sur Adonis. L'énorme balle provoque une explosion. Cependant, la balle est arrêtée par la barrière d'Adonis. Il lance alors un sort pour agrandir la balle et la renvoie vers Echout. Echout prononce ses dernières prières alors que la balle le réduit à la moitié d'un homme. Adonis est déconcerté par l'arrogance des humains qui pensent pouvoir le battre. Adonis dit au chef que les humains ne peuvent pas vivre en paix parce qu'ils lui ont pris Chloé. Il promet alors de détruire l'humanité pour qu'elle puisse ressentir ce que Chloé a ressenti. Pendant ce temps, Yuki trouve enfin la machine à supprimer la magie.
Elle espère qu'ils pourront annuler la magie d'Adonis car elle sera utile à son frère. Elle ordonne immédiatement à ses gardes de se mettre au travail, mais Theta, le directeur de l'agence scientifique, l'en empêche. Yamato reçoit un appel de Yuki et lui demande pourquoi elle n'a pas activé l'appareil. Theta prend la parole et explique que le dispositif de suppression de la magie ne peut pas être activé. Elle explique que l'appareil émet des particules lorsqu'il est activé. Et ces particules génèrent un dysfonctionnement cellulaire humain. Elle mentionne ensuite ce qui s'est passé après la fin de la chasse aux sorcières, il y a des années. Plusieurs humains et soldats ont été affectés par cette maladie et ont souffert d'une épidémie. À la fin, ils saignaient de manière aléatoire et vomissaient même du sang. Elle affirme simplement que l'appareil tue les cellules du corps. Yamato lui dit qu'il en entend parler pour la première fois. Elle lui répond que c'est parce que la machine était cachée. Elle révèle également que les particules ont affecté l'atmosphère et que le seul moyen de la ramener à la normale est que les sorcières utilisent leur magie. Mais elles les ont toutes littéralement anéanties. Yamato comprend que l'empereur souffre de la même maladie. Theta tend son téléphone à Yuki et lui dit de partir. Yuki repose sa main et se précipite vers la machine. Theta tente de l'arrêter, mais Yuki entre le code d'accès et active l'appareil. Alors que l'appareil se met en marche, la plume d'Adonis est arrachée de sa main sur le champ de bataille. Une balle parvient finalement à franchir sa barrière. Yamato regarde le champ de bataille en direct et demande à Theta ce qui s'est passé. Mais il se rend vite compte que Yuki a dû faire quelque chose. Theta demande à Yamato si Adonis est quelqu'un qui ne peut pas être battu sans suppression de la magie. Theta le met en colère en lui rappelant à quel point leur nation est forte. Yamato ordonne à ses unités de charger contre Adonis. Adonis voit les soldats approcher et tente d'attraper sa plume. Avant qu'ils ne puissent l'attraper, l'une des soldats rompt la formation et court vers Adonis. Elle abat son épée et fait entrer Adonis dans le club des sans-culottes. Les autres soldats la voient porter son trophée. Elle annonce qu'elle a mis fin à l'apprentissage de la sorcière. Les soldats célèbrent leur victoire sur Adonis. Yamato pousse un soupir de soulagement et contacte les soldats sur le terrain. Il leur ordonne de récupérer les restes d'Adonis et de vérifier les dégâts causés à la ville. Plus tard, l'empereur prononce un discours. Il parle de l'abomination qu'Adonis a déchaînée sur leur ville. Il dit aussi qu'ils n'ont pas réussi à découvrir comment Adonis, un humain, a pu utiliser la magie. L'empereur dit qu'il s'en veut d'avoir laissé Adonis survivre pendant les 10 dernières années. Sinon, cette destruction ne les aurait pas frappés maintenant. Il leur assure qu'avec le pouvoir de la science qu'ils ont au bout des doigts, ils ne céderont jamais à aucun ennemi. Il déclare que l'ancien monde des sorcières n'existe plus et que Dieu est mort. Cependant, en pratiquant l'autopsie d'Adonis, il découvre que son corps est faux. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.